Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette émission. Le mois de juin à Versailles sera consacré au théâtre populaire. À l'occasion du mois Molière, les espaces urbains vont accueillir 320 représentations. Nous en parlons avec notre invité dans quelques instants. Lundi 26 mai, partout en France, on célébrait la fête de l'estampe. À Elancourt, l'atelier de gravure de la Ville-Dieu ouvrait ses portes, découverte de ce lieu d'expression. De la musique pour les jeunes, pour les parents aussi. Pascal Parisot sera sur la scène du Scarabée le 3 juin. Nicolas Gervais nous fait découvrir l'artiste et son album Bête en stock. Alors, dans quelques instants, nous parlerons du mois Molière avec notre invité Johan Turbet-Deloff, qui est directeur des affaires culturelles pour la ville de Versailles. Mais pour l'heure, on part à Voisins-le-Bretonneux, où le petit atelier d'art de technique artistique organisait sur 2 week-ends un stage de raku. Alors qu'est-ce que c'est que le raku? Eh bien, retour sur cette technique ancienne de poterie japonaise. Camille Toutet est peintre et sculpteur. Elle accueille à l'atelier Patata débutants et potiers amateurs à l'occasion d'un stage de raku, une technique ancienne de cuisson de poterie japonaise utilisée autrefois lors de la cérémonie du thé. On émaillait et cuisait son bol avant de l'utiliser. De nos jours, cette technique est pratiquée pour la réalisation de diverses poteries et sculptures. Ça permet d'obtenir des couleurs flamboyantes et des effets particuliers qu'on n'obtiendrait peut-être pas de façon aussi éclatante avec d'autres techniques de céramique. Des effets particuliers, c'est bien là toute la spécificité du raku. Après avoir sculpté sa pièce, puis l'avoir cuite au cours d'une première cuisson pour former ce qu'on appelle le biscuit, la poterie est introduite dans un four à raku. 880 en bas, donc là on a 900... Cuite à plus de 900 degrés, la poterie est sortie directement du four, provoquant un choc thermique qui laisse apparaître des craquelures caractéristiques. Puis, la pièce est plongée dans un récipient contenant un matériau combustible, comme la schure, qui est ici utilisée. On la pose et immédiatement on a le lit de sciure qui va s'enflammer et qui va créer une grande fumée noire. Et cette fumée, on va la capturer en refermant la boîte dans laquelle on a fait ça. Le noir de fumée va pénétrer, mais en profondeur, au cœur de assez profondément dans la terre. Donc c'est quelque chose qui ne pourra pas être lavé, par exemple, après. Et bien sûr, puisque notre émail a craquelé de partout, le seul endroit où ce noir de fumée peut aller, c'est aux endroits où il y a les craquelures. Si bien que le dessin des craquelures va être accentué par cet enfumage noir. Voilà. C'est ce petit réseau qu'on trouve esthétique dans le raku, qu'on provoque avec le choc thermique et qu'on souligne avec l'enfumage. Une technique singulière qui permet d'obtenir des résultats variant à l'infini, ce qui donne à la pièce réalisée un caractère unique. Ce qui me plaît, c'est quand vous découvrez ce que vous avez mis, que ça n'est pas du tout ce que vous espériez, et c'est autre chose, mais quelquefois beaucoup plus beau. Pendant 30 jours à Versailles, 320 représentations seront données dans 65 lieux de spectacle, des lieux prestigieux comme le Théâtre Montansier ou encore les grandes et petites écuries du château ou encore les places, parcs et jardins de la ville. Nous parlons ce soir du mois Molière avec le directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles. Bonsoir, Johan Turbet-Deloff. Bonsoir. Alors, c'est la 19e édition. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs, les grands objectifs du festival? Alors les objectifs, ils sont les mêmes depuis le début. Quand François de Mazières a créé ce festival en 1996, c'était avant tout de rendre le théâtre accessible à tous et de rappeler que le théâtre est loin d'être un art élitiste, est loin d'être un art réservé uniquement à ceux qui peuvent le comprendre, à ceux qui ont un certain bagage particulier, intellectuel, culturel, mais que le théâtre, c'est avant tout le reflet de la vie quotidienne, le reflet de la société. C'est aussi la défense de grands textes, mais de grands textes qui peuvent parler à tous, de partout. C'est ce qu'on appelle le théâtre populaire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que son objectif, c'était que le théâtre puisse être dans les instants du quotidien, donc puisse être dans toute la ville, donc aussi bien dans des lieux prestigieux, vous en avez parlé, que dans des petits lieux, sur les places, dans les rues, etc. Et de rappeler, voilà, comme je disais, que c'est avant tout un art du quotidien qui peut s'adresser à tout le monde, quel que soit notre âge, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, quelle que soit notre provenance familiale ou géographique. Voilà. Et ces objectifs-là, on les réaffirme de manière un peu plus forte chaque année. Alors, cette année, le mois Molière,
enfin cette année et les autres années d'ailleurs, c'est un festival qui donne accès, comme vous l'avez dit, à tous les publics, à la fois avec une programmation professionnelle et par ailleurs vous mettez en lumière aussi la vie culturelle locale des compagnies amateurs. Alors justement, comment vous faites cette programmation? Quels sont vos critères artistiques? Pourquoi vous choisissez un spectacle, celui-ci, plutôt qu'un autre? Alors en fait, vous l'avez bien dit, il y a deux types de programmation au sein du mois Molière. La programmation officielle ou professionnelle qui est essentiellement tournée vers le théâtre. Et là, on a plusieurs critères qui en fait, il faut que les compagnies qu'on sélectionne correspondent à ce qu'on entend par théâtre populaire. Théâtre populaire sous toutes ses formes. Mais nos critères, c'est déjà que ce soit des compagnies. On ne défend pas particulièrement le théâtre de stars, le vedettariat. On défend avant tout une énergie collective. Un esprit de troupe. Vraiment un esprit de troupe, exactement. Et ensuite que cette troupe, que ce travail artistique, ce travail culturel, soit tourné vers le public. On n'est pas là pour défendre une création uniquement centrée vers ceux qui font la création, tournée vers ceux qui font la création, mais vraiment tourner vers le public, en dialogue avec le public, et ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut prendre plein de manières artistiques, esthétiques différentes, mais ce sont vraiment nos critères. Ensuite, on essaye que tout le mois durant, pendant 30 jours, ce qui est long pour un festival, et ça aussi c'était 320 représentations. Voilà, 320 représentations. C'était vraiment un des objectifs initiaux du mois Molière, que ce festival dure longtemps. On essaye que tout au long de ce mois, il y ait une représentation de la diversité culturelle, de tout ce qui se fait aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, je pense, mais la programmation, voilà, on s'attelle à ce que le mois soit extrêmement représentatif de toute la diversité artistique aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie professionnelle que la ville offre vraiment à la population locale et nationale sur laquelle on s'engage, effectivement. C'est une programmation qui défend souvent de grands textes, qu'ils soient classiques ou contemporains. C'est une programmation qui est essentiellement en accès libre. Ça, il faut le rappeler aussi. C'était vraiment des engagements très forts du départ. Donc ça, c'est la programmation de la ville professionnelle et qui est offerte à tous. Ensuite, vous l'avez dit, la programmation amateur. Et là, on n'est pas sur un objectif, sur un critère artistique, on est sur un critère local. Le but, c'est de montrer de manière très ouverte tout ce que Versailles produit de manière amateur dans les ensembles de théâtre, de musique, de danse. Tout ce que Versailles produit pendant l'année est montré au mois Molière et les gens peuvent venir. Il y a différents tarifs, différentes possibilités d'accessibilité. Et là, c'est une illustration. C'est vraiment une illustration. Des c'est compagnies ça, versaillaises. exactement. C'est vraiment une illustration. Et là, le critère est géographique avant d'être artistique. Et c'est un peu ce qui constitue notre offre finalement. Alors, cette année, 21 créations sont proposées. La plupart, d'ailleurs, vont rejoindre le festival Off d'Avignon. Donc, c'est un gage de qualité. Quels sont les temps forts de cette programmation ? On ne peut pas tout citer, donc les temps forts. On ne peut pas tout citer, mais effectivement, on a quand même des temps forts qui sont par exemple les week-ends aux grandes écuries. Ce sont les plus grandes créations. On va avoir Homer avec l'Odyssée. On va avoir un auteur contemporain qui s'appelle Mouret Chisgal. On va avoir du Feydeau. On va avoir du Molière, évidemment. Donc il faut viser, vous retrouvez toute la programmation en ligne sur moimolière.com. Vous visez les week-ends aux grandes écuries. On commence par la Commedia dell'arte pure et dure, par exemple, ce week-end, avec Teatro Comico, d'une compagnie qui vient du Sud. Vous parliez effectivement d'un cycle Commedia dell'arte. Je vous propose d'écouter Carlo Bozzo, qui est le directeur de l'Académie internationale des arts du spectacle, installé donc à Versailles. À Versailles, depuis 2 ans. Voilà, depuis 2011, je crois. Oui, fin 2011, début 2012. Voilà, qui participe notamment donc à la résidence artistique aussi de ce site. Et donc, il nous présente justement ce qu'est la Commedia dell'arte. On l'écoute. La commedia dell'arte, c'est l'institutionnalisation de cette rite. Ça veut dire qu'il y a des personnages populaires qui font les procès au carnaval. C'est l'occasion aussi de donner la parole au peuple. Ça veut dire les petits gens qui n'avaient pas le droit de parler pendant l'année. Là, pendant le carnaval, on a inversé les rôles, si vous voulez. Et la commedia, c'est un peu l'institutionnalisation de tout ça. Ça veut dire que c'est une forme de théâtre entre guillemets politique, car ça permet de dénoncer les vices pour faire triompher la vertu à la fin. Tout ça, c'était fait par des types. Ça veut dire que les comédiens,
il avait individué des types représentatifs des différentes catégories sociales. Et là, on avait toutes les catégories sociales. À chaque fois, qui existaient. Il y avait le représenté par des docteur, masques, les docteurs qui représentaient les universités, les capitaines qui représentaient l'armée, et l'arlequin qui représentait les pauvres prolétariats. à la fois au début, pardon, un peu idiot, puis après, au fil des siècles, il est devenu un peu moins bête et plutôt rusé et intelligent. Tout à fait, voilà. c'est ça. Et Pantalone, c'est quoi? C'était les marchands, c'était la mondialisation du commerce. Ça représentait tout ça. C'est des types qui encore aujourd'hui connaissent. Le commerce. Ah oui, mais pas dans tout le monde en ce moment. Voilà, c'était une forme de théâtre très populaire, mais dans un contexte populaire, dans des places, dans des lieux qui n'étaient pas dédiés au théâtre. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de spectacle à ne pas manquer pour les familles? Alors pour les familles, c'est très simple. Par exemple, tous les mardis soirs, vous pouvez aller aux grandes écuries pour voir du Molière. Parce que finalement, ça, c'est les classiques. Voilà, les classiques. Vous pouvez aller au chapiteau de Porchefontaine pour voir notre cycle Nouveau Cirque. Parce que le Molière, c'est aussi du cirque, exactement, avec une de nos résidences artistiques au chapiteau Méli-Mélo, donc voir du cirque au chapiteau de Porchefontaine tout le long du mois. Et pour les plus petits, par exemple, vous pouvez voir des contes au Théâtre Montansier, parce que le Théâtre Montansier redevient un des grands lieux de création du mois Molière, et donc qui ouvre les mercredis du mois Molière avec les contes, des contes qui sont venus un peu de partout, venus d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt pour les plus petits. Très bien, merci beaucoup Johan. Merci à vous. Alors rendez-vous donc à Versailles tout le mois de juin. Retrouvez la programmation complète sur le site internet. Merci. Merci. Lundi 26 mai, partout en France, on célébrait la fête de l'Estampe. Le public était invité à découvrir les différents événements organisés dans toutes les régions. Et à Élancourt, l'atelier de gravure de la Ville-Dieu ouvrait ses portes, découverte de ce lieu d'expression. Depuis 5 ans, Yannick Dublineau enseigne les différentes techniques de gravure au sein de l'atelier d'art graphique de la Ville-Dieu. Le cours de ce lundi est exceptionnellement ouvert au public à l'occasion de la fête de l'Estampe, une célébration nationale qui fait référence à l'édit de Saint-Jean-de-Luz du 26 mai 1660 qui a reconnu aux graveurs le droit d'exercer leur art librement. Au XVe siècle, l'estampe est un procédé de reproduction d'images. Au fil du temps, elle devient un moyen d'expression majeur pour réaliser des œuvres d'art à part entière. J'ai à cœur que l'on considère la gravure comme un art majeur, au même titre que la sculpture et la peinture. Et c'est en passe de le devenir parce que nous sommes de plus en plus nombreux à y croire et à développer non seulement les techniques traditionnelles qui existent, mais aussi leur adjoindre des tas de découvertes. Les graveurs sont des gens curieux, sont des gens qui expérimentent beaucoup et qui cherchent à tout prix à se surpasser aussi quelque part. Hein, on se surpasse. Alors ça peut être par des formats pour certains, ça peut être sur des différents supports pour d'autres. Une estampe est l'empreinte réalisée à l'encre sur un support souple, plaque de bois ou de métal gravé, pour obtenir une matrice d'impression. Il s'agit donc d'une image imprimée sur papier qui peut exister en plusieurs exemplaires. À l'atelier de gravure, les artistes viennent parfaire leurs connaissances et leurs pratiques. Je crois que ici, c'est un lieu de liberté, un espace de liberté, d'expression pure. C'est-à-dire que moi, je suis là pour les techniques, et uniquement pour la technique. Je ne vais pas du tout empiéter sur leur domaine, sur leur création. Hein, je respecte profondément, intrinsèquement, tout ce qu'ils recherchent, et je suis là pour les aider. Catherine Azoulay-Villiers est peintre et sculpteur depuis plus de 10 ans. Elle a rejoint l'atelier cette année. J'avais choisi de travailler seule chez moi, j'ai une presse. Mais au bout d'un moment, on a aussi envie de partager, de s'enrichir aussi d'autres expériences, d'apprendre d'autres techniques. Ici, j'ai découvert le travail sur le bois. Pour moi, c'est un mélange de sculpture et de gravure quelque part, puisqu'on entaille le bois. C'est son dessin sur plaque de bois, avec des outils spéciaux. On taille, on retire du bois. On en retire pour avoir le creux, mais ce n'est pas le creux qui sera ancré, c'est la surface. Un stage pour débutants et approfondissement de pratique pour d'autres est organisé les 21 et 22 juin.
De la musique pour le jeune public et pour les parents aussi. Pascal Parisot sera sur la scène du Scarabée à la Verrière le 3 juin et Nicolas Gervais nous fait découvrir l'artiste et son album Bête en stock. Pas bête ce chanteur pour parents à chercher la petite bête pour séduire les enfants. Dans un spectacle jeune public qui s'adresse à toute la famille et qui sera présenté notamment le 3 juin au Scarabée. Voici Pascal Parisot dans le kiosque. J'ai découvert un truc complètement dingue qu'on m'avait toujours caché jusque-là. J'ai découvert que vous et moi, on est des bêtes, et ça je ne le savais pas. On est des bêtes, on est des bêtes. C'est pas moi qui spontanément ai décidé de faire des disques pour les enfants. C'est Milan Jeunesse, qui est un éditeur de livres assez connu. Et un jour, la directrice artistique m'a appelé. Elle connaissait mes chansons pour les grands. Je suis obligé de dire ça maintenant. Et elle trouvait que c'était très facilement déclinable pour les petits. Il n'y aura plus de Bambi à la carte, ni de Pampan à la moutarde. Fini les chicken run au pot. Au départ, dans ma tête, je me suis dit non, j'ai jamais fait, j'y arriverai pas, enfin bref. Je me suis essayé, j'ai fait 2-3 chansons, je lui ai envoyé. Et elle m'a répondu tout de suite, elle m'a dit écoute, personne écrit comme ça pour les enfants aujourd'hui, c'est super, on adore, c'est parti. Voilà. Et donc j'ai fait un premier disque qui s'appelait Les pieds dans le plat, chez Milan Jeunesse, suivi de Bête en stock, suivi de La vie de château. C'est moins poli un bonnet qu'un japonais, par contre ça ne sent pas la violette, ni la rose ni la savonnette, ça ne se lave pas très souvent. Un poney c'est beau mais ça sent quoi? Oui. Ça sent le poney. Là j'ai pris les animaux, mais à la limite c'est un prétexte, hein, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent absolument pas d'animal. Hein. Les thèmes sont très vastes, hein, puisqu'il y a même une chanson sur le poids des sacs d'école. On n'est plus dans une thématique animale. C'est un prétexte. Cette thématique est un prétexte pour écrire des chansons. Qui c'est qui va chercher la dent sous les oreillers des enfants, qui la remplace par une pièce avec une incroyable adresse? C'est qui? C'est la petite souris, la petite souris. J'ai pas de message à faire passer aux enfants. Je remplis mon rôle d'artiste, d'écriveur, de faiseur de chansons. Après, c'est eux qui se débrouillent avec. Hein. C'est pareil pour les grands. Je fais pas de cas avec ça. Il se trouve que j'ai de la chance parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien les chansons, donc tant mieux. Mais moi, je pense pas à une espèce de... J'ai pas ce côté éducateur. Papa ne veut pas à la maison d'un animal pour compagnon. Il m'a refusé tout ce qui bouge, même un malheureux poisson rouge. Donc j'ai pas de chat, donc j'ai pas de chien. J'essaye de faire des chansons intelligentes, avec des mots qui vont peut-être pas forcément toujours comprendre, mais c'est pas grave. S'il y en a 2-3, par un moment je dis plateforme pétrolière, ils vont demander à leurs parents ce que c'est, et puis leurs parents vont leur expliquer, et c'est un mot qui va rester gravé à jamais dans leur mémoire, ça c'est sûr. J'essaye pas de me dire, ça y est, j'ai 6 ans. Non, c'est ridicule. J'écris des chansons pour les enfants comme j'écris des chansons pour leurs parents, des fois, et avec la même rigueur, et j'espère que ça s'entend. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai trouvé un bout dans mes cheveux. Les parents qui ont mes disques pour les grands et qui emmènent leurs enfants
me disent que quand ils écoutaient mes chansons pour les grands, leurs enfants aimaient, et que maintenant qu'ils achètent mes chansons pour les petits, donc pour leurs enfants, eux aiment aussi ces chansons-là. Donc, comme les albums pour les adultes, je choisis un instrumentarium, je décide un peu du son que j'ai envie d'avoir. En gros, on est quasiment un groupe, même si c'est moi qui joue tous les instruments, ce qui peut arriver. Ce qui n'est pas le cas. En général, je travaille avec Jacques, mon percussionniste, Jacques Telitocci. Mais par contre, on joue tous les deux tous les instruments, mais comme s'il y avait un groupe. C'est-à-dire que moi, je me dis, tiens, il y aura un piano acoustique droit, il y aura une contrebasse, il y aura une guitare acoustique nylon, un ukulélé, et une petite batterie de cuisine, casserole, grosse caisse, et puis voilà. Et on s'arrête à ça. Je trouve ça assez important pour l'unité de l'album et pour le son. C'est aussi, quelque part, éduquer, alors je disais que je ne faisais pas dans l'éducation, mais les enfants à entendre des sons d'album. Et que tu chantes, les vers se brisent, une tempête se précise, la tapisserie se décolle et la peinture se gondole. Tu chantes. Ça donne un spectacle qui est déjà rodé, parce qu'il a été beaucoup joué. On est 3 sur scène, donc il y a une batterie qui est mi-batterie, mi-batterie de cuisine, comme je disais à l'instant, avec des casseroles. Il y a un bassiste qui s'appelle Pascal Collomb, et je suis à la guitare, et on chante les chansons de Bête en stock dans un décor forestier, on va dire. Voilà, et après les petites bêtes de Pascal Parisot, on retrouve une autre journaliste pas bête qui fait rugir de plaisir les spectateurs du kiosque, Aurélia. Merci Nicolas. Découvrons à présent vos sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Moi j'ai bien aimé, je pense que c'est un film pour les filles. J'ai apprécié, j'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé, mais je pensais pas que ça allait être un film comme ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus gai. En fin de compte, c'est un film très triste, basé sur les sentiments. Et j'ai bien aimé. Ah, vraiment, c'est un très très beau film. C'est très réussi à tout point de vue, que ce soit l'histoire par elle-même, les décors, les personnages. C'est vraiment un monde féerique et le fait que ça revisite les contes, moi ça m'a beaucoup plu. C'est un très bon film, j'ai bien aimé. C'est un film de Disney, ça raconte bien l'histoire qui s'est passée. C'est un magnifique conte revisité par les Américains, mais c'était très joli. J'avoue que je pense que ça plairait aux enfants. Angelina Jolie joue à la perfection. Il y a un côté féerique, un côté... je pense que c'est un film qui est autant pour les petits que pour les grands. C'était un film très très passionnant. C'était historique, il y avait beaucoup de dimensions. C'était très prenant. Un très beau film, plein d'émotions. Justement, la VO a permis d'avoir... de saisir pleinement en fait la différence de culture et de langue entre les personnages. C'est un film assez loufoque, c'est peut-être de l'humour auquel on n'est pas très habitué, mais c'est vraiment drôle. Alors cette semaine, c'est Gaël Pinault, responsable du grenier à sel Attrape, qui nous livre son coup de cœur. On l'écoute. Notre coup de cœur de la semaine au cinéma Le Grenier à sel, c'est le film Last Days of Summer. Le dernier film réalisé par Jason Reitman. Jason Reitman, c'était le réalisateur de Juno et In the Air. Et nous retrouvons dans les rôles principaux Kate Winslet et Josh Brolin. Kate Winslet, pour faire un peu people, Kate Winslet c'était Titanic et Josh Brolin c'était Les Goonies. Ils ont fait d'autres choses entre-temps évidemment, mais ce qui les a rendus célèbres c'était ça. L'histoire du film, c'est un homme qui, entre guillemets, kidnappe une femme et son enfant. Il va s'incruster chez eux et il est poursuivi par la police, il est blessé et il va les garder un peu prisonniers chez eux. Et en fait, il y a une relation qui va se créer entre Josh Brolin et Kate Winslet qui est assez tendre. Ça se passe pendant les derniers jours de l'été. C'est un beau film qui dure 1h40 et que nous proposions en version originale. Vous retrouvez évidemment tout ça sur notre site internet cinémagrenier-à-sel.com.
Allez, je vous propose à présent 2 autres idées de sortie ces prochains jours. Tout d'abord, l'espace de Coville à Voisins-le-Bretonneux va résonner au son du métal alternatif samedi de 15h à 1h du matin. 2 scènes extérieures accueilleront 12 groupes. Enfin, samedi et dimanche, vous pourrez assister aux fêtes médiévales de Naufle-le-Château. Au programme, un tournoi international de joutes équestres, un marché médiéval et de nombreuses animations pour toute la famille. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30. À mercredi.